Merci donc à tous et à toutes d'être là. Donc ce soir, on est deux personnes de Négawatt, donc moi-même Stéphane Châtelain, directeur d'association, et à mes côtés Mathilde Djellali, qui est chargée d'études prospectives chez nous. Donc l'idée de cette visioconférence qu'on vous propose, c'est d'aborder un certain nombre d'idées reçues sur l'énergie, qu'on peut entendre un peu partout dans les médias, dans les couches d'hommes politiques ou dans certains débats sur l'énergie. Cette visioconférence, elle fait suite à une campagne de financement participatif à laquelle vous avez participé au printemps dernier, qui était dans le cadre d'un projet de scénario européen. Mathilde, si tu peux juste passer la diapo suivante. Oui. Merci. Donc, campagne de financement participatif qui s'était bien déroulé, avec des résultats assez positifs, et donc qui nous a permis de mener, de démarrer la phase opérationnelle de ce projet. On a, en gros, du printemps 2018 au printemps 2019, on avait fait une phase d'étude de faisabilité, et cette étude s'est conclue de manière assez positive. Donc, on a pu entamer une phase opérationnelle, en gros, depuis cet été, avec tout récemment, la semaine dernière, une réunion de 2 jours avec une grande partie de nos partenaires dans différents pays européens. Donc le projet avance, il est sur de bons rails. C'est un beau défi à relever, mais voilà, c'est assez intéressant et une bonne participation et implication de nos partenaires. Donc voilà, cette vidéoconférence, voilà, pour vous donner un peu des éléments de décryptage sur des idées reçues, éléments que vous pourrez retrouver en partie sur notre site Décrypter l'énergie, qui est un site qu'on a publié il y a 4 ans maintenant, qui a pour objectif de lutter contre ces idées reçues et qu'on va aborder ce soir et puis bien d'autres. Donc n'hésitez pas à le consulter et à le diffuser autour de vous. Il y a pas mal d'enseignements dans les articles que vous pouvez retrouver sur ce site. Juste d'un point de vue technique, donc là sur le déroulement de cette visioconférence, normalement vous ne pouvez pas vous exprimer à l'oral. Par contre, dans la petite barre des tâches en bas normalement de la fenêtre Zoom, vous avez une icône Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez noter là en cliquant là-dessus, vous pouvez poser vos questions donc à l'écrit, et puis on tâchera d'y répondre soit directement par écrit si ça s'y prête, soit à l'oral, soit si c'est pas forcément en lien avec les sujets qu'on va aborder ce soir, ou si on n'a pas le temps de répondre à certaines questions ce soir, on le fera par mail par la suite. N'hésitez pas à nous reposer la question par mail à la suite si on n'a pas répondu. Si on ne fait pas, c'est pas qu'on ne souhaite pas répondre, hein, si on ne fait pas ce soir, c'est plutôt par manque de temps éventuellement. Voilà, et puis quand on va, donc l'idée c'est qu'on déroule chaque idée reçue, il y en a une dizaine, et à la fin de chaque idée reçue, on prend les questions qui sont posées sur l'idée en question. Voilà, donc cette soirée les thématiques sont divisées en 3 parties. Une première qui va concerner les énergies renouvelables, qu'on va démarrer. Ensuite, il y en aura une seconde sur le nucléaire et une troisième sur la demande d'énergie. Une fois n'est pas coutume, on commence par la partie production. Et donc 4 questions sur la partie énergie renouvelable. La première, est-ce que les énergies renouvelables sont intermittentes? Qu'est-ce qu'on entend par intermittente? Est-ce qu'on peut envisager un mix électrique 100% renouvelable? Une deuxième question liée au coût des énergies renouvelables et des autres sources d'énergie. Une troisième liée à la rareté des métaux et au lien entre rareté des métaux et développement des énergies renouvelables. Et puis une dernière qui est liée au recyclage des panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est polluant d'utiliser des panneaux parce que c'est pas recyclable? Voilà, donc la première question donc liée à cette intermittence, hein, on entend souvent, on ne peut pas avoir un mix électrique 100% renouvelable parce que quand il n'y a pas de vent et pas d'électricité et pas de soleil, et ben, du coup on n'a plus d'électricité, et donc on est obligé de recourir à des centrales fossiles, à gaz ou au charbon. Alors qu'est-ce qu'il en est? Différents éléments de réponse là-dessus. D'abord, on a des énergies renouvelables pilotables qui existent, hein. Quand on entend les critiques autour des énergies renouvelables intermittentes, en fait, ça s'adresse à l'éolien et au photovoltaïque. Mais depuis 2 décennies, en France, on utilise une énergie renouvelable qui est assez bien pilotable, c'est l'énergie hydraulique. Alors, ça dépend des installations, hein. Il y en a qui sont pilotables, d'autres non. Les installations au fil de l'eau ne le sont pas, mais les installations, les lacs de barrage, par exemple, sont tout à fait pilotables. Donc voilà, on a des énergies renouvelables qui sont pilotables.
Ensuite, nous, on essaye de bien distinguer le terme intermittence d'un autre terme qui est variabilité. Une éolienne ou un panneau solaire, c'est pas ça marche ou ça marche pas. Il y a un panneau solaire par exemple, et bien évidemment pendant la nuit ça ne produit rien, et puis ensuite au lever du jour ça commence à produire, ça produit, la production augmente au fur et à mesure de la journée, enfin s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de nuages pardon, et puis ensuite ça rediminue en fin de journée, et puis quand on a un nuage qui passe devant le soleil, bah, ça baisse un peu la production, et puis la production ensuite réaugmente. Donc il y a des variations de production, ça c'est certain. C'est pareil pour l'éolien. Mais c'est pas, juste, ça marche ou ça marche pas. À l'inverse, quand, un réacteur nucléaire doit être, arrêté, de manière assez rapide pour des questions de sûreté, là, on a bien une intermittence, c'est-à-dire qu'on a un arrêt brutal d'une installation en plus assez puissante, en termes de capacité, et c'est pour le gestionnaire du réseau de transport d'électricité un élément beaucoup plus dimensionnant pour le système électrique, hein, ces arrêts imprévus de réacteurs. Et aujourd'hui, RTE, pour lui, il n'y a pas d'enjeu particulier pour la gestion de l'équilibre offre-demande lié à l'augmentation de la part des renouvelables, hein. Par contre, il y a des enjeux certains liés à ces problèmes liés enfin, ces problèmes d'arrêt de réacteurs, d'autant plus quand il peut y avoir un arrêt simultané de plusieurs réacteurs, comme on a pu l'observer par le passé. Et là, pour le coup, il y a des impacts assez forts sur la tenue de l'équilibre du réseau. Donc voilà un peu ces notions qu'on essaie de bien distinguer, hein. C'est pas, les énergies renouvelables ne sont pas intermittentes dans le sens où c'est pas un interrupteur on-off 0 ou 1. Voilà, donc pour autant, évidemment, il y a cette production qui est variable, mais qui est lissée dans le temps. C'est-à-dire que, on a du fait de la multiplicité d'installations réparties sur le territoire, on a un certain lissage de la courbe de production. Donc là, vous avez à gauche, par exemple, la production éolienne, au total est répartie dans différentes régions. Donc on voit que, par exemple, sur la région du Haut, Languedoc-Roussillon, on a une production assez forte en début de journée et puis ça s'estompe au lever du jour. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres régions où on observe des phénomènes opposés, ce qui fait qu'on a moins de variations au niveau national qu'on en a au niveau régional. On observe la même chose à droite, là, c'est une courbe de production photovoltaïque avec deux courbes, la région Aquitaine et la région France. On voit à l'échelle de la région Aquitaine des variations de production qui ne sont pas négligeables et qui sont beaucoup moins fortes si on regarde à l'échelle française. Donc voilà, le fait d'avoir un territoire avec différents régimes de vent et des nuages qui ne sont pas tous au même endroit au même moment, eh ben, on a un lissage de cette production. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte, parce que évidemment pour le gestionnaire de réseau, c'est beaucoup plus simple de gérer cet équilibre offre-demande, du fait de ce lissage de la production. Donc une production variable, lissée, et prévisible. Vous avez, sur la diapo suivante, une courbe, de production éolienne avec, enfin 3 courbes. La courbe, des prévisions de production 48 heures à l'avance, la courbe 24 heures à l'avance et puis en, jaune-vert, la production, réelle. Donc évidemment, il y a des écarts entre les prévisions et ce qui s'est, réellement, passé, mais on voit que ça colle quand même assez bien. Donc ça, c'est les provisions qui sont faites par le gestionnaire de réseau. Et donc là encore, le fait de pouvoir prédire assez bien quelles vont être les productions éoliennes et solaires à l'avance, eh ben, ça permet de faciliter l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique. Donc voilà un peu pour ces éléments généraux. Par ailleurs, quand on a un scénario type négawatt, vous le savez, on réduit assez fortement la consommation d'énergie et la puissance appelée, la puissance instantanée appelée. Et donc on diminue notamment la puissance de pointe, hein, qui est un peu un élément dimensionnant pour le réseau. Aujourd'hui, on appelle au maximum 100 gigawatts lors des pointes maximales d'hiver, hein, le record c'est 102 gigawatts. Dans le scénario négawatt, on passe à une pointe maximale d'environ 60 gigawatts. Donc le fait de réduire cette puissance appelée, eh ben, là aussi ça facilite l'atteinte d'un mix électrique 100% renouvelable pour le gestionnaire de réseau.
Voilà, et puis dernier élément, on entend souvent effectivement des gens dire qu'on peut pas, le mix électrique 100% renouvelable n'est pas atteignable. Ça repose sur aucune étude, hein, il n'y a aucune étude qui montre que c'est pas atteignable. Par contre, à l'inverse, il y a pas mal d'études qui montrent que c'est possible d'atteindre ce mix électrique 100% renouvelable. Donc il y a des modèles, hein, qui le montrent, des modèles qui essayent de modéliser l'équilibre, à la fois les moyens de production et l'évolution des consommations, heure par heure, jusqu'en 2050. On a un modèle qui fait ça, l'ADEME en a un, le Fraunhofer en Allemagne en a, RTE aussi a ce type de modèle. Et donc on est plusieurs à partir de différents modèles à avoir montré que c'était possible, en France ou à l'étranger, et RTE est aussi en train de plancher sur un exercice de type, un exercice sans nucléaire à l'horizon 2050, qui sera publié normalement fin de l'année prochaine. Donc on ne va pas présager des résultats, mais peut-être qu'eux aussi montreront qu'un mix électrique 100% renouvelable est atteignable en France. Voilà pour cette question. Je ne sais pas pour cette idée reçue, je ne sais pas si ça appelle des questions. Bonjour à tous. Non, il n'y a pas de questions sur cette première partie. Bon, eh ben, très bien. Et ben, donc on peut passer à l'idée reçue suivante. Mathilde, je te laisse la parole. Eh bien, seconde idée reçue qui concerne le coût des énergies renouvelables. Donc, on entend souvent dire que le solaire et l'éolien, ça coûte trop cher. On entend souvent pour le solaire et l'éolien parce qu'effectivement, du côté des autres ENR, du côté des autres énergies renouvelables, en fait, la biomasse qui est utilisée donc pour chauffer les bâtiments, pour produire de l'eau chaude pour les bâtiments aussi, pour le moment, c'est la solution la plus compétitive pour ces usages-là. Et du côté des énergies renouvelables électriques, en fait, l'hydroélectricité est en fait l'énergie la moins chère depuis maintenant plusieurs décennies. Donc voilà, l'idée reçue se concentre vraiment sur le solaire et l'éolien. Donc je vais vous inviter à répondre à une petite question, en fait, à un petit sondage que je vais lancer. Voilà, donc normalement, vous avez un sondage qui est apparu. Est-ce que vous pourriez indiquer en cliquant sur les propositions qui s'affichent, quelles sont les deux énergies les plus chères selon vous parmi donc le solaire photovoltaïque, le gaz, le charbon, l'éolien, le nucléaire? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Voilà, et bien selon vous, l'énergie qui apparaît la plus chère serait le nucléaire, suivi ensuite par le charbon, et puis viendrait ensuite le photovoltaïque et le gaz à peu près à égalité, et puis l'éolien en dernier comme énergie la moins chère. On va regarder ce qu'il en est. Donc ça, c'est une estimation récente des coûts des différentes filières énergétiques. Donc une estimation de l'année 2018 et qui est disponible au niveau des États-Unis. Et donc, bon, la question était un petit peu faussée tout à l'heure puisqu'on vous a demandé votre avis sur le photovoltaïque de façon générale, mais effectivement, il y a des technologies différentes. Donc, on peut installer du solaire photovoltaïque en toiture, que ce soit sur des toitures résidentielles ou des toitures tertiaires ou en industrie, ou sur centrale au sol, en fait. Et donc là, on voit bien effectivement que les prix peuvent être assez différents selon le type d'installation, principalement en raison d'effets d'échelle aussi. Donc forcément, sur du résidentiel, on a des toitures beaucoup plus petites. Mais ensuite, effectivement, le nucléaire est l'énergie qui vient juste après en termes de coût, le charbon. Et puis l'éolien, là aussi, en fait, il y a une distinction à faire entre l'éolien à terre ou l'éolien en mer. Mais donc voilà, on a quand même le photovoltaïque au sol qui serait parmi les énergies les moins chères, effectivement l'éolien, et le gaz qui reste quand même une énergie assez peu chère. Donc ici, ce sont des estimations moyennes. Évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais voilà, si on peut avoir une estimation moyenne. Et je précise aussi que pour le nucléaire, le coût indiqué ne tient pas compte du démantèlement. Ce qui est aussi une question qui se pose régulièrement.
Donc d'abord, quelques éléments de réponse en fait là-dessus. D'abord le calcul du coût d'une filière énergétique. Bien, en fait, de se concentrer sur l'ensemble du cycle de vie aussi de cette filière, et c'est ce qu'on appelle ses externalités. Donc sur le cycle de vie, on va avoir à prendre en compte le coût d'investissement, le coût de fonctionnement, donc ça peut être des coûts de maintenance ou des coûts de combustible aussi, le coût de démantèlement, et puis on entre dans les externalités, donc il faut aussi tenir compte, si on va avoir une analyse vraiment globale, des atteintes portées à l'environnement, des atteintes portées à la santé, donc c'est là qu'on parle d'externalités environnementales ou en rapport à la santé. Et puis aussi, on peut tenir compte du coût, ou donc coût positif ou négatif, donc ça peut être aussi un bénéfice généré par l'insertion de l'unité de production qu'on va considérer dans le système énergétique. Et donc on voit, excusez-moi, pardon, on voit en fait que les hypothèses sous-jacentes en fait sont assez complexes. Ça peut dépendre de la localisation du moyen de production. Ça peut dépendre aussi de la durée de vie en fait de cette installation de production. Donc là, on va aussi compter la durée de vie, y compris le temps du chantier, ce qui peut être assez long pour les technologies nucléaires. On peut aussi prendre en compte le coût futur des énergies. Là où on peut faire quelques prévisions, mais c'est un coût qui reste quand même assez difficile à prévoir. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui sont à prendre en compte. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de choses et ça peut être assez complexe. Mais quand on parle de coût d'une filière énergétique, il faut faire attention quand on essaye de comparer si le coût indiqué pour telle ou telle technologie, en fait, tient bien compte de l'ensemble de ce cycle de vie et de ses externalités à chaque fois pour comparer des choses qui sont bien comparables. On observe quand même ces dernières années une tendance à la baisse. Donc, dans les tendances passées, une tendance à la baisse pour l'éolien et le photovoltaïque. Donc là, on regarde sur les 10 dernières années l'évolution des coûts par filière énergétique. On est toujours aux États-Unis. Ce qu'on observe, donc en jaune, on a la courbe des coûts sur le photovoltaïque au sol. Donc on observe une très très forte baisse sur cette technologie, une forte baisse également aussi sur les coûts de l'éolien à terre. Du côté du charbon et du gaz, c'est un peu plus fluctuant, donc il peut y avoir une baisse, notamment un peu plus visible sur le gaz, mais avec quelques fluctuations. En revanche, on observe quand même dans les 10 dernières années une augmentation des coûts liés au nucléaire. Concernant l'éolien en mer qui n'apparaît pas sur ce graphique, on observe quand même aussi des baisses des coûts qui ont été confirmées par des récents appels d'offres en mer du Nord. Donc parmi les 4 projets qui ont été retenus dans ces récents appels d'offres, finalement il y a 3 projets qui ont été retenus au prix du marché pour l'électricité. Donc ça, c'est les 10 dernières années. Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, en fait, et demain, qu'est-ce que nous disent un peu ces tendances? Donc, on observe une baisse pour les technologies photovoltaïques et éoliennes. Et aujourd'hui, on peut assurer que ce sont des tendances qui sont quand même avérées et qu'on aura quand même une poursuite d'une baisse sur ces technologies-là. Du côté des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire, le nucléaire, on observe quand même une tendance à la hausse. Du côté des énergies fossiles, c'est un peu plus difficile à prévoir et il y a quand même de fortes dépendances aussi au coût des combustibles. Donc, du côté des énergies fossiles, il y a quand même, c'est une énergie qui est quand même très très fluctuante. Ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME a fait une étude aussi d'un mix 100% énergie renouvelable et à 2050. L'étude de l'ADEME en fait montre que le gaz serait clairement plus cher que toutes les solutions d'énergie renouvelable.
Plus largement, donc là, on s'est intéressé au coût de chaque filière énergétique. On peut aussi s'interroger sur finalement plus globalement le coût de l'ensemble de notre système électrique. Donc ça veut dire prendre en compte les coûts liés aux besoins de stockage, aux moyens de flexibilité. Donc vraiment réfléchir à pour quel mix de production donné, quel coût de l'ensemble de ce système électrique. Et donc là aussi, on a une étude intéressante de l'ADEME qui nous montre qu'en 2050, imaginez qu'en 2050, on soit à un mix à 40% d'énergie renouvelable ou un mix de 100% d'énergie renouvelable, mais finalement, la différence entre les deux n'apporte qu'un surcoût de 2%. Donc, les efforts à faire, finalement, une fois qu'ils sont lancés, entre viser 40% de mix ou 100%, voilà, il n'y a pas de surcoût majeur. Là, je ne sais pas aussi s'il y a peut-être des questions sur cette idée reçue. Il n'y a pas de questions posées, mais j'en profite juste pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route pour rappeler que donc, ceux qui veulent poser des questions, il y a une icône Q et R dans la barre, une icône Zoom. Et donc c'est là que vous pouvez poser vos questions. Ben, du coup, il y en a deux sont apparus. Donc, une première de Simone qui nous pose la question 2% de quoi donc je pense que ça fait référence aux 2% que tu viens d'indiquer, Mathilde. Oui. Mathilde de l'ADEME. Oui, en fait, cette étude montre que si on vise un mix à 40% d'énergie renouvelable en 2050, ça nous coûterait 49,6 milliards d'euros. Passer à viser plutôt un mix de 100% d'énergie renouvelable nous coûterait 50,4 milliards d'euros. Donc la différence entre les deux, c'est un surcoût de 2%. Donc, il y a une deuxième question qui est, alors une question, est-ce qu'on aura accès aux slides après? La réponse est oui, on pourra les envoyer. Et donc, il y a une autre question, les chiffres que vous avez donnés sur les coûts des différentes filières incluent-ils d'éventuelles subventions et aides publiques? Alors, je crois que c'est les coûts bruts, hein, on ne prend pas en compte les différentes subventions. Oui, c'est ça. Ah, une autre question. Pouvez-vous expliquer avec quelles énergies vous fournissez en 4 jours sans vent et sans soleil? Ça, du coup, ça fait référence à la première idée reçue qu'on a traitée. Je ne sais pas si vous étiez là. Mais du coup, je propose qu'on la garde pour la fin de la présentation. On va rester sur le sujet du coût. Et donc, il y a une autre question. Sait-on évaluer le coût total du nucléaire, compris démantèlement et gestion des déchets? Alors sur le coût total du nucléaire, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Après, on peut toujours discuter du périmètre, notamment la gestion des déchets. Si elle se fait sur 100 000 ans, évidemment, c'est pas inclus. Mais oui, le coût total du nucléaire, compris démantèlement et gestion, on va dire à une échelle de 100 ou 200 ans, ça, il y a pas mal d'études, notamment de la Cour des comptes, qui ont été faites là-dessus. Ok, et ben du coup on peut passer à l'idée reçue suivante. Très bien. Du coup, l'idée reçue suivante concerne donc la rareté des matériaux et le lien avec la transition énergétique et les énergies renouvelables. Donc l'idée reçue, c'est que finalement un essor significatif des renouvelables semble impossible du fait de leur forte consommation de matières premières et du fait que du coup on arriverait à un manque et qui serait impossible de répondre aux objectifs de développement des énergies renouvelables. Eh bien, quelques éléments de réponse. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par terres rares? On entend souvent les terres rares. Donc, les terres rares, en fait, il s'agit d'un groupe de classification des éléments chimiques, donc de classification de Mendeleïev. Et en fait, donc, c'est une famille d'une quinzaine d'éléments. Une famille d'éléments qui ont des propriétés voisines, qui concernent principalement des propriétés qui sont des éléments très utiles quand on veut miniaturiser des appareils. On les trouve souvent, en fait, ces terres rares sous forme de mélange dans différents minerais. Et en fait, elles ne sont pas du tout plus rares que d'autres matériaux, que d'autres métaux. Elles sont, pour certaines, plutôt abondantes, même dans la croûte terrestre. En revanche, elles sont souvent
trouvée en concentration assez faible, qui ne permet pas tout le temps d'en avoir une exploitation vraiment rentable en fait. Second élément de réponse, en fait, je vous invite à distinguer ce qu'on entend par rareté et ce qu'on entend par criticité. Donc la rareté fait appel à, voilà, aux ressources, en fait, à l'abondance ou non d'un matériau sur Terre. En revanche, la criticité est une notion qui recouvre un peu plus de choses. Donc d'abord, dans ce graphique, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en abscisse, on a la notion de l'importance économique. Donc en fait, on va regarder la demande quand on veut regarder si un matériau est critique ou non. On va regarder s'il y a une demande forte de ce matériau, quelle est son utilité dans notre économie et éventuellement, est-ce que c'est un matériau substituable? Donc, s'il y a une forte demande de ce matériau dans notre économie, mais que on se rend compte que c'est un matériau qui, en fait, peut tout à fait être substitué par un autre matériau, on va lui attribuer une note un peu moins importante sur son importance économique. En ordonnée, on a ce qu'on appelle le risque d'approvisionnement. Donc, en fait, ça concerne l'offre sur ce matériau. Donc, là-dedans, il y a la question des ressources, des réserves, mais il y a aussi des questions de tension sur ce matériau qui peuvent être de nature technico-économique, sociale, climatique et géopolitique, on va le voir. Donc, sur ce graphique, en fait, plus l'offre est forte, moins le risque d'approvisionnement est fort, en fait. Donc, c'est une offre représentée à l'envers, si je peux dire. Et puis, on va le voir aussi, des notions de seuil, en fait, et donc passer certains seuils au niveau de l'importance économique, donc de la demande, et puis du risque d'approvisionnement, donc de l'offre, on va considérer qu'on est dans une zone où on a finalement affaire à un matériau qui est assez critique. Mais en fait, cette notion de criticité, elle est plutôt relative. D'abord parce que, comme on le voit, il y a des seuils à définir, et ces seuils peuvent être définis de façon plus ou moins arbitraire. La criticité d'un matériau aussi, finalement, dépend de la zone géographique concernée. En fait, est-ce qu'on parle de la criticité de ce matériau à l'échelle de la France? Est-ce qu'on considère la criticité du matériau pour l'Europe, le monde? Et une réponse à cette question, du coup, qui peut être différente selon la zone géographique que l'on regarde. Et la criticité aussi, c'est une notion qui va bouger dans le temps, en fait, qui peut dépendre de l'année qu'on va considérer, en fait. À un moment donné, on peut considérer, il peut y avoir, voilà, il y a des technologies qui apparaissent et qui demandent, qui contribuent à augmenter l'offre de certains matériaux. Du coup, leur note de criticité peut aussi varier. Il peut y avoir aussi des révélations sur des productions plus ou moins néfastes sur l'environnement, où voilà, on peut se rendre compte de choses et puis finalement, du coup, limiter la production d'un certain matériau, et du coup, ça, on va le rendre peut-être un peu plus critique. Voilà. Donc en France, depuis 2011, on a ce qu'on appelle le COMES, c'est le comité des métaux stratégiques, qui est chargé de définir un peu quels matériaux sont critiques ou non, et qui est donc chargé aussi de sécuriser l'accès à ces matériaux pour les besoins de l'industrie française. Et si on regarde la diapo suivante, donc c'est au niveau de l'Union européenne cette fois-ci. Donc ça, c'est un exemple de la même façon que dans le graphique précédent, en fait, l'Union européenne va aussi définir ce qui est critique, quels matériaux sont critiques pour l'économie de l'Union européenne. Donc de même que le graphique précédent, on retrouve en abscisse le critère lié à l'importance économique, donc la demande, et puis en ordonnée, le critère lié au risque d'approvisionnement, donc l'inverse de l'offre, en fait. Donc il y a des notes qui sont attribuées, et ce qu'on considère, ce qu'on va voir en fait là dans ce graphique, par exemple, je ne vais pas rentrer absolument dans le détail, mais on a isolé, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, c'est l'Union européenne, donc, qui a isolé 3 groupes de matériaux. Donc si on regarde le premier groupe en couleur indigo, qui est donc en bas à gauche du graphique, finalement là-dedans, on a des matériaux qui sont peu importants pour
pour l'économie de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas une demande très, très forte. Et en même temps, il n'y a pas de risque majeur constaté sur l'offre. Donc, finalement, on a des matériaux qui sont considérés comme peu critiques. Donc, ça, c'était en 2014. On repère dans ce groupe de matériaux, par exemple, l'argent, le cuivre, le lithium. Voilà. Si on regarde le patatoïde jeune sur la droite, là, on a des matériaux où il y a une demande très, très forte. Mais en revanche, finalement, il n'y a pas de risque non plus sur l'offre. C'est des matériaux sur lesquels il n'y a pas vraiment de risque d'approvisionnement. Donc, en fait, ils ne sont pas non plus très critiques. On retrouve le fer, l'aluminium, le zinc, le nickel. Et on a le patatoïde bleu, où là-dedans, on a des matériaux qui sont à la fois importants pour l'économie de l'Union européenne et qui présentent à la fois un certain risque d'approvisionnement. Et donc là, on va retrouver le groupe des terres rares. Donc il y a, on pourrait faire l'exercice aussi de définir selon les différents éléments des terres rares. Si on a dit que c'était une famille de 17 éléments, effectivement, la criticité n'est pas la même sur chacun de ces éléments des terres rares. Mais donc là, du coup, pour l'Union européenne, il y a une certaine criticité sur les terres rares, qui en fait est principalement liée à des enjeux géopolitiques. Donc les terres rares, il faut savoir qu'elles sont très utilisées dans l'armement. Donc il y a un enjeu très stratégique. Leur production sur Terre, enfin les réserves plutôt, sont fortement concentrées en Chine, également au Groenland. Donc c'est pas pour rien non plus quand on entend que M. Donald Trump est intéressé par l'achat du Groenland, par exemple, et qu'il y a des tensions aussi avec la Chine. Donc il y a vraiment un enjeu, mais qui est plutôt géopolitique. Voilà, on a aussi donc le symbole W, le tungstène, qui est un élément des fois dont on entend parler et qui est, en tout cas en 2014, était considéré comme un matériau assez critique. Donc maintenant qu'on a dit un petit peu, qu'on a dressé un peu le cadre et qu'on sait un peu plus de quoi on parle, en fait, voici une proposition, un ensemble d'appareils, certains de notre vie de tous les jours, donc un électroménager, une machine à laver, donc les ordinateurs, un téléviseur, téléphone portable, des LED, une enceinte aussi, une petite enceinte haut-parleur, et puis des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Et je vous invite cette fois-ci à répondre à un second sondage. Hop. Voilà, donc normalement il a dû s'afficher. Est-ce que vous pourriez indiquer selon vous, donc parmi les appareils qui apparaissent de nouveau sous forme de liste, lesquels selon vous contiennent des terres rares? Je laisse encore un petit peu plus de temps. Voilà. Alors, normalement, vous devez voir les résultats de ce petit sondage. Donc, en tête, selon vous, le smartphone contient des terres rares, les panneaux photovoltaïques et puis les panneaux publicitaires lumineux. Et on va regarder. Donc ça, c'est l'ensemble en fait des appareils parmi ceux qui étaient proposés qui contiennent en fait des terres rares. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les panneaux photovoltaïques, et c'est une idée reçue qui est très répandue, en fait les panneaux photovoltaïques ne contiennent pas de terres rares. En revanche, ils contiennent certains métaux critiques. Donc on vient de faire la distinction entre terres rares et métaux critiques. Mais on le verra plus tard, ils contiennent certains métaux critiques seulement pour une technologie particulière de panneaux photovoltaïques qui représente en fait 10%
du marché. Donc 10% du parc du marché de panneaux photovoltaïques contient des métaux critiques. En revanche, aucun module, aucun panneau photovoltaïque ne contient des terres rares. Du côté des luminophores, donc on a l'éclairage fluo-compact, les LED, les écrans, notamment pour la couleur, qui contiennent des terres rares, les ordinateurs, les smartphones à la fois pour l'écran et en fait, on va faire le lien aussi avec l'enseigne, à la fois aussi pour les petits haut-parleurs qu'on a dans un smartphone ou dans un ordinateur. Donc tout ça, ça contient des terres rares en fait. Bon, on montre les éclairages LED, mais en réalité, le principal problème, il se situe sur les écrans, les ordi des smartphones, donc tout ce qui est lié aux enjeux numériques. Et les luminaires représentent que 4% du problème de l'utilisation des terres rares. On a aussi des terres rares qui sont utilisées dans tous les petits moteurs. En fait, ce sont des moteurs un peu dopés, on pourrait dire dopés aux terres rares, ou alors pas forcément aux terres rares, mais par moment, ça peut être des moteurs dopés avec un usage un peu plus fort de cuivre. Tout ça pour augmenter leur performance et en fait surtout leur miniaturisation. Et en fait, ces petits moteurs, on s'en rend pas compte, mais ils sont utilisés dans un ensemble de produits de notre quotidien, ce qu'on appelle les produits blancs. Donc c'est le petit et le gros électroménager, donc c'est pour ça qu'on retrouve la machine à laver là-dedans. Et puis ce qu'on appelle les produits bruns, donc on a vu tout ce qui est téléviseur. Et puis tout ce qui est produit audio en fait. Voilà. En fait, il y a des petits moteurs dans ces petits haut-parleurs. Et donc des petits moteurs qui utilisent des terres rares. L'éolien, on l'a mis un peu en pointillé parce qu'en fait, l'éolien, il y a certaines éoliennes qui utilisent des terres rares dans leur moteur en fait, pour avoir, parce que ce sont des moteurs, donc des alternateurs qui, parce qu'ils sont dopés, donc ce qu'on appelle par des aimants permanents, permettent d'avoir une faible maintenance, permettent d'optimiser le poids, d'avoir une durée de vie plus longue et d'augmenter leur rendement en fait. Et on retrouve ces technologies plutôt dans l'éolien offshore, donc l'éolien en mer. On ne le retrouve pas sur Terre. Et en fait, ce type d'éolienne, ça représentait en 2010 5% du parc mondial. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt à peu près autour de 10% sur le parc français. Donc une très faible partie de ces éoliennes contiennent des terres rares. Et en fait, on voit aussi qu'on peut avoir d'autres solutions. Donc demain, il n'y aura pas forcément un changement de la structuration de ce parc qui va faire qu'on va avoir beaucoup plus d'éoliennes qui vont consommer beaucoup plus de terres rares. On est plutôt sur une structure assez stable sur ce parc et avec des technologies qui peuvent évoluer plutôt vers justement un usage d'autres matériaux que des terres rares. Donc, j'ai parlé du coup de ces petits moteurs, donc les moteurs à aimant permanent. Là, c'est juste pour illustrer. En fait, si on regarde l'usage de ces moteurs à aimant permanent en 2019, en fait, l'ensemble des usages, finalement, on voit que pour l'éolien, c'est 2%. On a quand même sur les véhicules électriques, ça représente 5% pour les voitures et 10% pour les vélos. C'est quand même un chiffre qui peut être un peu étonnant. Et puis surtout, en fait, on voit que les principaux usages de ces moteurs à aimant permanent qui contiennent des terres rares sont concentrés sur les moteurs. Donc, on l'a vu concernant aussi sur donc les moteurs et l'électronique, on l'a vu juste avant. Et juste pour illustrer en fait ce qu'on entend par moteur, donc là c'est les moteurs à aimant permanent par exemple dans une voiture. Donc il peut y avoir effectivement cette technologie qui peut être utilisée pour le moteur électrique, mais ce n'est pas une obligation. Tous les véhicules électriques hybrides ne contiennent pas ce type de moteur. Mais en revanche, il y a tout un tas d'options qui contiennent ces petits moteurs à aimant permanent et dont on n'a pas vraiment conscience en fait dans une voiture. Donc tout ce qui est rétroviseur qui s'ouvre tout seul quand on rentre dans sa voiture, les haut-parleurs à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer que finalement, on a beaucoup plus d'appareils dans notre quotidien qui utilisent des terres rares et dont on n'a pas du tout conscience.
Donc, pour les énergies renouvelables, si on se reconcentre sur les énergies renouvelables, ce qu'on a vu, c'est que le photovoltaïque ne consomme pas de terres rares. Et pour l'éolien, en fait, une faible partie du parc utilise des terres rares. Donc, on parle des terres rares. Si on regarde maintenant les métaux qui peuvent être considérés comme critiques, en fait, au niveau des énergies renouvelables, en fait, on va avoir l'usage du cuivre et de l'argent. Donc, le cuivre va être utilisé dans les rotors des éoliennes, dans certains échangeurs de chaleur, principalement dans les câbles aussi électriques. Et en fait, sur le cuivre, on a des réserves importantes aujourd'hui. Mais on remarque que quand même, on commence à avoir une consommation de plus en plus élevée, mais ce dans tous les secteurs, en fait, dans vraiment beaucoup de secteurs. Et on se demande si finalement, on n'aurait pas épuisé les ressources de cuivre d'ici 40 ans. Alors, la bonne nouvelle sur le cuivre, c'est que c'est quand même un matériau 100% renouvelable. Donc, il y a des travaux à faire de ce côté-là, du coup, pour essayer de prolonger un petit peu. Du côté de l'argent, c'est utilisé principalement en fait, dans les cellules photovoltaïques de la filière cristalline, donc, ce qui représente la principale part de marché là, des panneaux photovoltaïques. Mais il y a aussi de nombreuses applications industrielles, notamment l'argent est utilisé pour les batteries, très utilisé aussi en électronique, utilisé aussi pour les bijoux. Et l'argent, on a des réserves qui sont finalement assez faibles et donc de nombreuses applications. Donc là, il est possible qu'on ait épuisé nos ressources d'argent d'ici 20 ans. Donc finalement, une pénurie de ces métaux, effectivement, pourrait avoir des impacts importants, mais ce qu'on vient de montrer, c'est qu'en fait, c'est loin de se limiter au secteur des énergies renouvelables et la question se pose beaucoup plus globalement. Et donc là, c'est juste pour illustrer avec un petit trait d'humour. Donc ça, c'est un téléphone portable. Et en fait, l'ensemble des éléments qui sont des matériaux qui sont utilisés pour produire un téléphone portable. Donc, il y a 70 kilos en fait, de matériaux primaires qui sont utilisés pour fabriquer un seul téléphone portable. Et on voit que sur un téléphone portable, donc finalement un smartphone, en fait, pour beaucoup notre objet un peu du quotidien, on a beaucoup plus d'usage des terres rares, notamment pour l'écran, pour tout ce qui est tactile, aussi l'usage de matériaux critiques comme l'indium. Voilà. Donc là aussi, je crois qu'on a une petite série de questions. Ou non? Non, il n'y a pas de question. Il y avait une remarque, mais qui n'était pas une question. Donc, on peut passer à la suite, d'autant plus qu'on a un tout petit peu de retard. Ok. Idée reçue suivante, du coup, concernant le recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc, finalement, ce serait quelque chose de très polluant parce qu'on ne pourrait pas le recycler. Donc d'abord, avant d'être recyclé, c'est quand même une durée de vie qui est assez importante et qui est aujourd'hui de l'ordre de 30 ans. Aujourd'hui, on a un faible volume de panneaux photovoltaïques à recycler. En revanche, effectivement, comme on va accélérer leur mise en œuvre et leur développement, on estime que d'ici à 2030, on aura quand même à faire un certain volume de panneaux photovoltaïques à recycler. Et donc, il faut vraiment se poser la question de leur recyclabilité. Donc 90% en fait, des panneaux photovoltaïques sont recyclables à 90%. Je m'explique. 90% correspond en fait à une technologie. La technologie la plus répandue de panneaux photovoltaïques est la technologie des modules silicium cristallin, qui représente 90% du marché, qui contient en fait principalement des matériaux comme du verre, des polymères, de l'aluminium, qui sont en fait des déchets non dangereux et qui sont réutilisables, et contient aussi du silicium, du cuivre, de l'argent, donc et d'autres métaux pour lesquels aujourd'hui il y a des procédés de traitement qui sont déjà mis en œuvre, et puis des recherches aussi en cours sur l'amélioration de ces procédés de traitement. 10% du parc de panneaux photovoltaïques sont des panneaux d'une technologie dite technologie de panneaux photovoltaïques amorphes, donc les panneaux photovoltaïques à couche mince, qui contiennent beaucoup de verre, de l'aluminium, mais en fait qui contiennent aussi tout un tas de complexes de matériaux semi-conducteurs, qui sont des mélanges en fait de différents matériaux.
et qui sont aujourd'hui un peu plus difficiles à traiter. Donc, malgré tout, le recyclage des panneaux photovoltaïques prend progressivement forme, parce que, on l'a vu jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un volume énorme, mais en revanche, on commence vraiment à se pencher sur la question, parce qu'on sait que très prochainement, on aura quand même un volume assez important à traiter. D'abord, donc, concernant la filière en fait de recyclage, il y a un éco-organisme en France qui s'appelle PVcycle, donc il y a un éco-organisme à but non lucratif, éco-organisme donc agréé par les pouvoirs publics, qui est chargé d'organiser la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés. Et aujourd'hui, en fait, les constructeurs de panneaux photovoltaïques ont l'obligation de récupérer les panneaux usagés et de mettre en œuvre cette filière de recyclage. Concernant la valorisation, en fait, ça peut être, les matériaux peuvent être, enfin, les panneaux photovoltaïques peuvent être recyclés pour servir à nouveau à produire de nouveaux panneaux, de nouveaux modules photovoltaïques. Mais comme on l'a vu, 90% de la masse des matériaux de ces panneaux sont des matériaux recyclables, donc le verre, les plastiques, l'aluminium. Finalement, ils peuvent aussi aller alimenter les filières traditionnelles de recyclage de ces matières premières. Donc pour le reste des matériaux, donc les siliciums, les métaux qui sont présents mais en faible quantité, ils sont quand même récupérables via principalement des traitements chimiques. Mais voilà, les recherches sont encore en cours pour quand même chercher à améliorer ces procédés. Les fabricants aussi, du coup, aujourd'hui, commencent à mettre en œuvre vraiment cette idée des 3 R, en fait, commencer par réduire. Donc, on estime quand même que d'ici à 2030, on arrivera à mettre beaucoup moins d'argent, enfin, du matériau, argent, le métal, beaucoup moins de métal, d'argent dans les panneaux photovoltaïques, au profit d'autres matériaux qui sont moins critiques. Chercher à réutiliser aussi, il y a quand même des filiales qui se mettent en œuvre, et notamment en Allemagne, de revente de matériaux, enfin de panneaux photovoltaïques de seconde main. On a vu qu'ils ont une durée de vie qui est supérieure à 30 ans, mais en fait, au bout de 30 ans, c'est juste que leur rendement est moindre. Pour autant, en seconde main et à un prix plus bas, finalement, ils peuvent quand même continuer de servir. Et puis recycler. Et en pratique, c'est juste pour l'information, en fait, du coup, il y a une usine qui a ouvert récemment en France, donc au Rousset, près d'Aix-en-Provence, qui est une usine Veolia et puis PVcycle, et qui a aujourd'hui un taux de valorisation de 95% sur les panneaux photovoltaïques recyclés. Voilà, du coup, je ne sais pas, là, j'ai pas pu voir si on avait des questions. Non, il n'y a pas de questions sur cette idée reçue. Ah, si, une question. Combien de panneaux en France? Je n'ai pas de chiffre en tête, le nombre de panneaux. Moi non plus, j'ai pas le chiffre en tête. Combien de panneaux qui seraient à recycler, c'est ça? Ou combien de panneaux installés? J'ai pas le chiffre en tête. En tout cas, je sais que notamment cette usine qui a ouvert, aujourd'hui, elle sait que d'ici 5 ans, 10 ans, clairement, il faut qu'elle continue à s'améliorer, parce qu'elle n'est pas capable aujourd'hui d'absorber les volumes qui sont prévus comme volume de panneaux à recycler d'ici 2030. Mais c'est un premier pas. Alors, il y a une suite de la question. En utilisation, quel pourcentage? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Si la question est de savoir quel est le pourcentage de panneaux qui sont en fonctionnement de ceux qui sont en fin de vie, ceux qui sont en fin de vie, c'est vraiment une minorité très faible. Il n'y a quasiment pas de panneaux qui sont en fin de vie, puisqu'il y a très peu de panneaux qui étaient installés il y a 30 ans. Donc, la très très grande majorité des panneaux en France sont en fonctionnement.
Donc on peut passer à l'idée suivante. Oui. Du coup, on change de partie. On a terminé avec la production, enfin, avec les énergies renouvelables. On propose de nous intéresser à l'énergie nucléaire avec 2 idées reçues. La première, est-ce que le nucléaire est nécessaire à la lutte contre le changement climatique? Et la deuxième, sortir du nucléaire entraînerait une hausse des émissions de CO2. Et puis on va voir ce qu'il en est pour le nucléaire et le climat. Donc on entend que pour atteindre nos objectifs climatiques, en fait, le nucléaire, c'est assez impossible de s'en passer. Et d'ailleurs, on le trouve même dans les scénarios du GIEC. Donc d'abord, quelques éléments de réponse sur l'état des lieux de la filière au niveau mondial. Le nucléaire, ça couvre en fait seulement 2,4% de nos consommations d'énergie finale. Et c'est une énergie qui, en tout cas en part de marché, est en déclin depuis les années 2000. Donc on a constaté depuis 2000 une baisse de la demande de l'ordre de 3,2%. Donc dans ce contexte-là, en fait, pour que le nucléaire puisse un jour être une solution de premier ordre, en fait, on doit fortement augmenter son développement. Mais est-ce que c'est possible? Du coup, quels seraient les freins? Un déploiement à grande échelle du nucléaire, en fait, d'abord d'un point de vue économique, semble difficile à envisager, puisqu'on constate quand même aujourd'hui, on l'a vu avec la première idée reçue, que cette filière est de moins en moins compétitive d'un point de vue économique. Des financements qui sont assez importants, et donc une certaine lourdeur de ces financements, un manque de maîtrise technique aussi aujourd'hui sur cette technologie. Des réseaux inadaptés, parce que cette solution énergétique ne peut pas forcément être adaptée à des pays en développement qui n'auraient pas forcément les réseaux développés comme nos réseaux sont développés en France. Donc, ne pourraient pas accueillir cette énergie renouvelable dans leur système énergétique, cette énergie, pardon, dans leur système énergétique. Et puis également, ce n'est pas forcément une solution quand on veut la développer, par exemple, dans des pays qui ont des régimes politiques fortement instables. Ça pose vraiment question. Ensuite, est-ce que le GIEC promeut le nucléaire? En fait, déjà, le GIEC n'a pas le droit de promouvoir ou d'écarter quelque solution que ce soit. Il a un devoir de neutralité. Donc, le GIEC, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie l'ensemble des solutions possibles et proposées. Et ce qu'a produit le GIEC, en fait, c'est pour cet ensemble de solutions, en fait, d'analyser leur efficacité, on va dire, au regard d'un ensemble d'objectifs qui sont les objectifs de développement durable qui sont proposés par l'ONU. Donc, il y en a 17 qui sont de différents ordres. Donc, il y a des objectifs plus sociaux, comme un objectif d'éradiquer la pauvreté, des objectifs liés à l'éducation, l'égalité entre les sexes, des objectifs qui visent aussi le travail décent et maintenir une certaine croissance économique, des objectifs qui sont liés à l'environnement, à la santé, donc préserver la vie aquatique, la vie terrestre, des objectifs de paix aussi, de justice, etc. Et donc ce qu'a fait le GIEC, donc ça c'est un graphique que nous avons refait, que nous avons fait en fait, mais c'est basé vraiment sur les scores du GIEC. Donc nous avons sur la gauche tout un tas de solutions que le GIEC s'est proposé d'étudier. Et le GIEC a donné une note pour cet ensemble de solutions, pour chacune de ces solutions, liées à chaque objectif de développement durable. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est sommer ces notes qu'a donné le GIEC sur ces 16 objectifs de développement durable et regarder du coup la somme de ces notes pour chaque solution, où est-ce que ça nous amène. Donc on a des totaux qui vont de totaux très positifs à un total négatif. Ce qu'on voit, c'est que en fait, on a un petit curseur au milieu qui nous indique la note médiane, la note moyenne. Et puis, en fait, finalement, autour de cette note moyenne, il y a quand même une certaine marge, notamment, par exemple, pour l'agriculture et l'élevage, la restauration des terres et la séquestration du carbone dans le sol,
ou la production d'énergie renouvelable, le développement de la biomasse. Et en fait, c'est lié au fait que finalement, chaque solution déjà peut avoir des effets, selon la façon dont elle est mise en œuvre, en fait, peut avoir des effets tout à fait positifs comme des effets néfastes. Par exemple, développer la biomasse comme énergie, finalement, si on le fait avec une gestion qui n'est pas du tout durable de la forêt, on a finalement pas réussi à répondre à nos objectifs de développement durable. En revanche, si on le fait dans une gestion durable, on est plutôt positif. Et donc, ce qui est intéressant de constater, d'abord, c'est que finalement, la solution qui semble, les solutions qui semblent le plus efficaces selon le GIEC au regard de ces objectifs de développement durable, c'est finalement la rénovation des bâtiments. Et si on s'intéresse au nucléaire, donc c'est la dernière solution qui est proposée en bas. Mais ce que nous dit le GIEC, au contraire, c'est que ce n'est pas du tout une bonne solution, ou alors, au mieux, c'est une solution neutre vis-à-vis des objectifs de développement durable. Donc, c'est faux de dire que le GIEC promeut le nucléaire. Voilà, je ne sais pas, du coup, c'était une idée un peu courte, mais je ne sais pas si on a eu le temps d'avoir quelques questions là-dessus. Il n'y a pas de questions, mais du coup, j'en profite juste pour répondre à la question précédente de combien il y avait de panneaux en France. Donc, j'ai retrouvé, là aujourd'hui, on a une puissance installée d'environ 8,5 gigawatts de panneaux solaires, ce qui fait à peu près 57 millions de mètres carrés de panneaux, et un panneau solaire faisant à peu près 1,70 m carrés. Ça fait 33 millions de panneaux en France aujourd'hui. Voilà, donc un panneau pour 2 habitants. Sinon, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de questions. D'accord. Du coup, je passe à l'idée suivante. Voilà. Et donc la suivante, c'est l'idée selon laquelle fermer des réacteurs nucléaires s'accompagne inévitablement d'une hausse des émissions de CO2. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment par rapport à l'Allemagne, qui depuis 2006 a fermé un certain nombre de réacteurs nucléaires. Et donc on entend souvent le fait qu'en Allemagne, s'ils ont fermé des réacteurs, en parallèle, ils ont augmenté les émissions de CO2. Et donc voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? C'est ce qu'on va voir. Donc on va d'abord commencer par le cas de l'Allemagne. Donc dans ce pays, vous le voyez là à l'écran, vous avez les émissions de CO2 du secteur électrique, filière par filière, donc charbon, gaz, pétrole, puis les autres, et puis le total. Donc là, on va se concentrer sur la ligne du haut, le total. Et donc, on voit que depuis 2006, année de fermeture des réacteurs, on a plutôt une tendance à la baisse de ces émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique. Donc évidemment, on pourrait se dire qu'ils auraient pu avoir une baisse encore plus forte s'ils avaient fait d'autres choix. Néanmoins, on n'a pas eu d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées à la fermeture de centrales nucléaires. Pardon. On a aussi les mêmes chiffres sur les térawattheures, enfin la quantité d'électricité produite à partir de ces différentes filières. On n'a pas une hausse du charbon liée à la fermeture de centrales nucléaires. En fait, en Allemagne, ils ont remplacé le nucléaire par des énergies renouvelables. Donc, ils auraient pu faire le choix de remplacer les fossiles par des énergies renouvelables en premier lieu et de conserver du nucléaire. Ça n'a pas été leur choix. Ils ont d'abord voulu sortir du nucléaire et puis maintenant, ils sont avec un plan de sortie du charbon. Donc ça, c'est un choix politique. Mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on ferme les réacteurs qu'on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pour le cas allemand. En France, la question est toute différente puisque l'enjeu, ce n'est pas de réduire les émissions de CO2 liées à la production d'électricité. Elle représente aujourd'hui moins de 2% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, ce n'est pas au secteur électrique qu'il faut s'intéresser. Il faut regarder globalement les leviers d'action qui permettent de réduire ces émissions. Mais en tout cas, dans un scénario comme celui qu'on propose, les émissions de CO2 du secteur électrique augmentent de manière très marginale. Hein. Il n'y avait pas d'explosion des émissions de CO2 liées à la fermeture de réacteurs nucléaires, alors qu'en parallèle, les émissions globales
du secteur, enfin lié à l'ensemble de nos consommations d'énergie, production d'énergie, et puis aux autres secteurs comme l'agriculture, elles se réduisent fortement, puisque dans notre scénario, en 2050, on atteint la neutralité carbone. Et à l'horizon 2035, où on a arrêté l'ensemble des réacteurs nucléaires, on a déjà eu une forte baisse des émissions de CO2, puisqu'on concentre aussi, on a aussi une action forte sur la réduction des émissions de fossiles, en même temps qu'on réduit la part du nucléaire. Et sur cette même période 2017-2035, on réduit 2 fois plus les fossiles que le nucléaire en énergie finale. Donc on peut tout à fait faire les deux, avoir à la fois une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une réduction du nucléaire. Voilà pour cette question, enfin cette idée reçue plutôt. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pardon. Il y en a une qui demande le pourcentage des ENR en Allemagne et le pourcentage du charbon. Alors, les chiffres évoluent un peu chaque année, évidemment. Vous pourrez retrouver sur notre... on a un article sur notre site Décrypter l'énergie que j'ai présenté en tout début de vidéoconférence. Il y a donc un article lié à la sortie nucléaire en Allemagne et à l'évolution des émissions de CO2. Vous pourrez retrouver ces informations-là. Du coup, je regarde rapidement si je trouve le bon chiffre. Sur le graphique. Non, on n'a pas le chiffre directement sur l'article, mais on peut le retrouver. On peut le retrouver à partir des chiffres qui sont donnés. Voilà, j'essaierai d'ici la fin de la présentation de vous donner les chiffres précis, mais sinon vous pouvez les retrouver donc sur ce site. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pardon. Ok, eh ben, donc on peut passer à la partie suivante, la dernière partie qui est liée donc à la demande d'énergie, avec 4 questions qui vont être traitées. Une première liée au véhicule électrique, est-ce que ce type de véhicule permet de réduire les émissions de CO2 ? Une deuxième qui est liée à l'évolution de la consommation d'électricité, est-ce que on va inévitablement avoir une hausse de nos consommations d'électricité ? Une troisième qui est liée à la précédente, qui est l'évolution du numérique. Est-ce qu'on va avoir, du fait de l'explosion des usages numériques, une explosion aussi des consommations d'énergie? Et puis une dernière idée reçue qui va être traitée, qui est liée à la sobriété énergétique. Donc commençons par le véhicule électrique. Alors, on devait avoir un sondage, mais je ne sais pas toi, Mathilde, mais j'ai l'impression qu'on n'y a pas accès. Non, effectivement, non. Bon, désolé, non. Sans passer. Donc voilà, on entend souvent, pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, c'est assez simple. Il suffit de mettre des véhicules électriques de partout. C'est d'ailleurs en partie la solution qui est retenue par le gouvernement dans sa stratégie nationale bas carbone, où ils ont un parc de voitures 100% électriques en 2050 et un parc de camions assez fortement aussi électrifié. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution pour réduire l'ensemble des émissions de CO2, quelles que soient les situations rencontrées? C'est ce qu'on va regarder. Alors, en soi, un véhicule électrique, il n'a pas forcément un bilan positif. Il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. D'abord, il y a évidemment le mix énergétique qui permet de produire l'électricité que va consommer le véhicule. Si on est en France dans un mix assez fortement décarboné, on va effectivement avoir peu d'émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité. Si on est en Pologne où l'électricité est majoritairement produite à partir de charbon, là on a un bilan qui est beaucoup moins satisfaisant. Ensuite, deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la fabrication de la batterie et le lieu où est fabriquée cette batterie. Donc, pour fabriquer une batterie, on a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, si cette énergie, si cette électricité, elle est produite de nouveau à partir de charbon, le bilan va être très mauvais. Si, au contraire, elle est produite à partir de sources décarbonées, le bilan va être bien meilleur.
Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte puisque c'est un paramètre essentiel dans le bilan global du véhicule quand on prend en compte à la fois sa fabrication et son utilisation. Pour un véhicule électrique, la partie fabrication de la batterie est un paramètre très important. Donc ça, c'est en fonction de là où est fabriquée la batterie, les résultats seront assez différents. Troisième élément à prendre en compte, c'est la taille de la batterie. Je vous l'ai dit, la batterie est un élément assez dimensionnant dans le bilan total global du véhicule. Et donc, si on a une batterie qui permet de faire 200 km ou une batterie qui permet de faire 800 km, le bilan sera là aussi assez différent. Donc voilà, si demain vous devez acheter un véhicule électrique, privilégier une autonomie assez restreinte. Alors c'est un peu à rebours de ce que proposent aujourd'hui les constructeurs, qui se livrent dans une course de celui qui proposera la batterie la plus grosse. Mais voilà, si on regarde les bilans en émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas dans la bonne direction. Et puis dernier élément, c'est le type de véhicule. Évidemment, si vous avez un petit véhicule ou un gros véhicule, le bilan là aussi sera pas le même. Et pour illustrer ça, on a une photo qui arrive juste après, avec deux véhicules qui sont électriques. À gauche, un petit véhicule urbain. À droite, une grosse berline électrique. Et donc à gauche, on a un véhicule plus petit, donc qui consomme beaucoup moins, avec une batterie qui est assez réduite. À droite, un gros véhicule qui a nécessité donc beaucoup d'énergie pour sa fabrication, parce qu'il y a une grosse batterie. Et puis à l'utilisation, il consomme aussi beaucoup plus. Et donc là, on a deux véhicules électriques, mais qui n'ont pas du tout le même bilan global sur le cycle de vie. Donc voilà, la réponse à la question initialement posée de est-ce qu'un véhicule électrique permet de réduire les émissions de CO2, la réponse dépend de tous ces paramètres. Et donc il y a vraiment besoin, pour répondre, d'avoir une approche ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie. On a fait d'ailleurs, nous, Negawatt, récemment des propositions en ce sens pour faire évoluer le dispositif bonus-malus qui est actuellement en vigueur à l'achat de véhicules neufs, pour qu'il aille vers une approche en analyse de cycle de vie et pas uniquement sur une approche émission de gaz à effet de serre à l'échappement du véhicule, ce qui est le cas aujourd'hui. Puisque aujourd'hui tous les véhicules électriques ont un bonus assez élevé, que ce soit un petit véhicule ou un pick-up électrique de 2 tonnes dans lequel on retrouve 700 kg de batterie. Voilà, on pense qu'il faut développer le véhicule électrique quand il est plutôt petit et adapté à des usages urbains. Par contre, des gros pick-up électriques, ça pas forcément, c'est pas une solution à la transition énergétique. Donc voilà, il faut regarder des approches en ACV. Quand on regarde ça, le véhicule qui est le plus performant, c'est le véhicule hybride rechargeable. Donc hybride, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner en mode électrique, avec une petite batterie qui va faire 60 ou 80 km, qui permet de couvrir 90% des déplacements. Tous les déplacements domicile-travail, notamment, sont couverts avec ce type de véhicule. Les quelques fois par an où on fait plus de 80 km dans la journée, on passe sur le mode thermique. Donc ce mode thermique, il peut être avec différents combustibles, différents carburants plutôt. Il y en a où c'est de l'essence ou du diesel, et puis il y en a d'autres où c'est du GNV. Nous, on propose plutôt d'opter pour cette solution-là, avec un développement donc le GNV, c'est le gaz naturel véhicule, et un développement de la production de gaz renouvelable en France. On a un potentiel assez important de production de gaz renouvelable. Alors, on pourrait retrouver ces éléments dans le scénario Negawatt et dans le scénario After qui est couplé. Et donc ce véhicule hybride rechargeable, si la partie thermique est alimentée en bio-GNV, c'est le véhicule qui est le plus performant d'un point de vue émission de gaz à effet de serre en analyse de cycle de vie. C'est une analyse que vient de publier l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui a montré ça. Ça corrobore d'autres résultats qu'on avait déjà vus précédemment. Voilà pour cette partie véhicule électrique. Je sais pas si il n'y a pas eu de questions sur cette partie. À ce moment-là, on peut enchaîner avec... Donc, à moins que... Pardon. Pardon ? Peut-on imaginer un recyclage des batteries ?
Oui, on peut imaginer un recyclage des batteries. Ça se fait, alors ça se fait assez peu, hein. Ça peut se faire, mais ça se fait assez peu, notamment pour des questions d'ordre économique. Pour les fabricants, aujourd'hui, c'est moins cher d'aller extraire des nouvelles matières premières plutôt que de les recycler. C'est un problème qu'on voit sur d'autres types de matériaux. Donc, il faut absolument que les pouvoirs publics mettent en place les conditions, les règles qui contraignent finalement les fabricants à utiliser des matières recyclées et à recycler ces produits-là, plutôt qu'à aller extraire des nouvelles matières premières. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, on peut tout à fait envisager un recyclage de ces batteries. Et avant d'envisager un recyclage des batteries de véhicules électriques, on peut déjà aussi envisager une seconde vie de ces batteries en usage stationnaire dans des bâtiments, pour faciliter aussi l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique. Ça peut être quelque chose qui est envisageable, que nous, on n'a pas intégré à ce stade dans notre scénario, mais qu'on pourrait faire dans une prochaine évolution du scénario mégawatt. Une autre question, est-ce que du coup la performance du véhicule hybride dépend de son usage? Alors oui, ça dépend de son usage, effectivement. Ça dépend surtout lorsqu'on est dans un véhicule hybride électricité, pétrole, comme on trouve aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas de véhicule hybride électrique bio-GNV GNV qui soit disponible en France, et en plus il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de stations bio-GNV. Donc pour un véhicule électrique, un véhicule hybride qui fonctionnerait à l'électricité et à l'essence, oui, ça dépend clairement de son usage. Si on utilise beaucoup la partie essence, le bilan ne va pas être très bon. Si on utilise la partie électrique, le bilan va être nettement plus favorable. Donc, dans les analyses en cycle de vie qui sont faites, il y a des hypothèses là-dessus sur l'utilisation du mode électrique et l'utilisation du mode thermique. Eh bien, du coup, nous allons passer à l'idée reçue suivante. Ouais. Donc, qui concerne la consommation d'électricité et l'idée que finalement on consomme de plus en plus et que peut-être du coup que voilà, cette inflation que certains voient venir nous semble aujourd'hui assez inéluctable. Et bien, qu'en est-il? D'abord, effectivement, on a constaté quand même une croissance ces 40 dernières années de la consommation de notre électricité domestique. Mais en fait, cette courbe de la consommation, on le voit, commence aujourd'hui à s'infléchir. Donc là, c'est l'évolution de nos consommations d'électricité donc en France, dans les secteurs résidentiels et tertiaires. Donc on voit une très forte évolution entre le début des années 70 et puis 2013. Et en fait, on voit que depuis 2013, en tout cas, on a arrêté d'augmenter et il semblerait même que peut-être on constate une petite inflexion de la courbe. Donc ici, c'est pour avoir un zoom. Donc ça, c'est une information qui nous vient de RTE, donc gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, sur la consommation mensuelle cette fois-ci, donc des particuliers et puis des professionnels, des petites et moyennes entreprises. Et là aussi, en fait, on voit que entre 2006 et 2013, on augmentait, et que entre 2013 et 2015, finalement, encore une fois, il semble qu'on ait arrêté d'augmenter, et peut-être même que c'est le début d'un point d'inflexion. Donc juste, pardon, pour revenir sur cette augmentation, en fait, effectivement, notre consommation d'électricité dans le résidentiel et tertiaire est principalement liée à nos usages de chauffage en France, aussi d'eau chaude sanitaire, d'électroménager, d'éclairage, et peut-être aussi effectivement à de nouveaux usages liés notamment à la climatisation et à des usages croissants au niveau du numérique. Il y a quand même aussi des facteurs sociodémographiques. Donc, finalement, cette inflexion de la courbe, elle semble aussi beaucoup devoir à la mise en place à des progrès d'efficacité énergétique, et notamment voilà, la mise en place de ce genre d'étiquette énergie qui informe le consommateur sur l'efficacité énergétique de l'appareil qui prévoit d'acheter. Pour autant, on a encore des gisements importants. Et donc là, par exemple, c'est la part des modèles les plus efficaces en ce qui concerne les appareils de froid, de lave-linge et de lave-vaisselle. Donc la part des classes A++ et A+++. Donc ça, on était en 2013, et dans les différents pays, dans certains pays en Europe.
Et donc, on voit que finalement, la France, elle a l'air d'être à la traîne du point de vue du taux de pénétration de ces appareils les plus efficaces. Là, c'est de façon indicative, en fait, pour certains appareils types que nous avons tous chez nous, donc un réfrigérateur, un aspirateur, un sèche-linge, éventuellement aussi un lave-vaisselle, un téléviseur, etc. Mais ce sont juste les consommations indicatives selon leur performance de ces différents appareils, en fonction voilà, c'est ce qu'on trouve sur le marché. Donc, on a soit les consommations des modèles standards en orange, soit les consommations des modèles les plus performants sur le marché. Et donc, on voit aussi que si on avait des mesures qui incitaient plus à orienter le consommateur vers ces modèles les plus efficaces, on aurait quand même des gains assez importants. Donc, on a parlé d'efficacité énergétique, mais il y a aussi des gestes simples, donc ce qu'on appelle en fait les gestes de sobriété, qui consistent à, par exemple, sur un ordinateur, essayer d'avoir forcément une veille automatique quand on n'est pas devant l'ordinateur, plutôt que de laisser tout le temps allumé, voire même de l'éteindre en fait. Et puis, c'est des chiffres qui sont issus d'un article produit par des chercheurs de l'Université de Toulouse. On voit que finalement, il y a quand même des économies sur chaque poste qui peuvent être assez importantes, donc jusqu'à 40% pour la veille pour l'ordinateur. Utiliser par exemple les programmes éco aussi permettrait d'avoir des économies assez intéressantes. Donc voilà, si on cumule par exemple toutes ces économies liées à ces gestes simples, on pourrait atteindre des économies à environ 2200 kWh par an. Donc à peu près 40% en fait de la consommation actuelle moyenne des appareils électriques, donc hors chauffage et eau chaude sanitaire, de la consommation des appareils électriques dans le logement en France. Donc on le voit, voilà, un gisement qui est quand même encore largement à mobiliser. Et puis on a quand même, il faut s'interroger aussi sur l'apparition de nouveaux usages. Donc on a effectivement des usages qui pourraient on va dire, venir servir un peu plus ce qu'on considère comme étant notre confort. Pour autant, il y a aussi des nouveaux appareils qui vont plutôt jouer sur l'optimisation en fait, parce qu'on va avoir des appareils qui pourraient avoir une meilleure adaptation à notre présence, à nos besoins, et donc finalement, aujourd'hui, finalement, avec ces nouveaux appareils, ces nouveaux usages, il y a un peu cette interrogation compétition entre confort, recherche absolument de plus de confort, mais aussi peut-être optimisation de nos consommations, de nos besoins d'énergie. Il y a aussi, dans les nouveaux usages, en fait, il peut y avoir une consommation qu'on peut craindre de voir augmenter, liée par exemple à l'apparition au développement de l'électrification des voitures rechargeables à domicile. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il peut y avoir aussi des phénomènes de substitution de l'électricité via d'autres sources d'énergie. Par exemple, clairement, on vise une baisse de nos chauffages électriques par convecteur qu'on cherche à remplacer par des solutions de chauffage plus performantes, éventuellement par d'autres sources d'énergie également. Donc voilà, aujourd'hui, si on regarde cet ensemble, finalement, ces nouveaux usages, ils n'impliquent pas forcément un besoin croissant en énergie. Pardon. Donc voilà, globalement, une consommation d'électricité qui augmente, mais qui aujourd'hui commence à avoir un point d'inflexion qui n'est plus inéluctable. Et puis, on a vu qu'on avait des marges de manœuvre et des besoins qui n'impliquent pas forcément une croissance très forte pour demain. S'il n'y a pas de questions, je peux peut-être enchaîner sur l'idée suivante qui est un peu liée. Pardon. Qui est un peu lié, donc c'est lié à la consommation d'électricité. On peut faire un zoom sur ce qu'on appelle la révolution numérique. Et là aussi, on a pas mal d'inquiétudes en fait. Est-ce que vraiment ça va faire, cette révolution numérique qui apparaît va faire exploser nos consommations d'énergie? Donc on a tout un tas de références un peu voilà, qui font un peu peur régulièrement dans les médias. Et donc, du coup,
si on s'intéresse, enfin déjà, de quoi on parle quand on parle de révolution numérique? Donc, en fait, la révolution numérique, c'est une utilisation croissante en fait, pour de nouveaux usages de données informatisées voilà, dans un ensemble de secteurs qui sont secteurs relatifs à notre vie privée ou à notre vie professionnelle, et des données qu'on va échanger via des réseaux comme Internet. Donc, liées à ces usages-là, en fait, on a 3 grandes familles d'équipements. Donc, il y a les appareils terminaux, qui sont soit domestiques, soit professionnels, qui sont du coup les appareils qui sont directement en contact avec des utilisateurs, donc les ordinateurs, les téléphones, les téléviseurs aussi, et puis les objets connectés qu'on voit aussi apparaître. On a les serveurs, donc des entreprises, et puis ce qu'on appelle les data centers, qui sont du coup voilà. Là, on va considérer les appareils de stockage aussi des données, et puis toutes les infrastructures de réseau, donc les antennes et les câbles. Donc, ce qu'on observe, si on dresse un peu un état des lieux de cette consommation liée à ces usages numériques en France, aujourd'hui, ça représente 56,5 TWh. Et donc, en fait, ce volume-là représente 12% en fait, de notre consommation totale d'électricité en France. Donc, à peu près, voilà, on va dire que ça va mobiliser 8 réacteurs nucléaires. Et l'évolution, en fait, voilà, quelques chiffres en fait qui nous permettraient d'illustrer en fait cette évolution de la consommation numérique. En fait, effectivement, depuis quelques années, on voit un usage croissant du numérique. Et notamment, par exemple, entre 2000 et 2012, on a passé à une proportion d'utilisateurs Internet de 10% de la population mondiale en 2000, et aujourd'hui, on atteint 35%. Enfin, aujourd'hui, étant en 2012. Des volumes de données échangées qui augmentent vraiment effectivement de façon, enfin avec un rythme soutenu, donc qui sont multipliés par 2 tous les ans, qui ont été multipliés par 2 tous les ans jusqu'en 2002 et qui ensuite se sont poursuivis avec quand même un rythme soutenu. On peut aussi s'interroger sur la possession de notre smartphone qui a été multiplié par 4 en 5 ans. Donc, 65% de la population en 2015 possède un smartphone, donc, etc. Effectivement, clairement, on a des usages qui ont augmenté. Pour autant, quelle serait la poursuite? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a eu une étude similaire en 2008 qui regardait quelle était notre consommation d'usage numérique. Et finalement, en 10 ans, les résultats sont comparables. Donc, en 10 ans, il n'y a pas eu d'évolution majeure, alors qu'on avait constaté quand même des usages croissants. Et donc, on peut du coup supposer en fait que pour autant, nos usages quand même ont augmenté. Mais peut-être qu'en fait, il y a des compensations entre les différents secteurs. Et puis, peut-être aussi que on a quand même des progrès de plus en plus probants en efficacité énergétique. Et visiblement, peut-être que ceci aussi compense la croissance de nos besoins numériques. Et donc, on estime qu'en 2030, si on essaie de faire une estimation quantitative avec des hypothèses sur les évolutions par poste, les évolutions des consommations par poste et puis le calcul des consommations associées, on pourra avoir une évolution possible de la consommation d'électricité liée aux usages du numérique de plus 25% en 2030. Quelle serait du coup la tendance pour la suite en fait? Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que le numérique représente effectivement un certain niveau de consommation, mais qui n'est pas non plus gigantesque. Pas d'explosion récente les 10 dernières années. Et une poursuite de la révolution numérique qui va quand même se poursuivre à un rythme soutenu. Il y a quand même des tendances lourdes, avec une augmentation très très forte du trafic mondial de données sur Internet qu'on peut prévoir, notamment liée à l'augmentation de la taille des fichiers qui sont échangés dans les courriels, une augmentation de la finesse de la définition des vidéos en ligne aussi, qui sont de plus en plus nombreuses et importantes, éventuellement de plus en plus d'objets connectés, de la domotique, du big data, tout ça. Donc, il y a quand même des tendances lourdes. Pour autant, ces tendances sont quand même à relativiser et notamment, en fait, ce sont que des études théoriques pour le moment et donc c'est quand même des chiffres qui sont à prendre avec prudence.
Et on n'a pas forcément mieux aujourd'hui sous la main. Mais en fait, il y a des études qui montrent aujourd'hui que les économies d'énergie générées par le numérique dans l'ensemble des secteurs, en fait, pourraient être 3 fois plus importantes que la hausse des consommations du secteur du numérique. Donc finalement, une compensation entre les différents secteurs. Je pense qu'il y a une question qui est apparue, mais peut-être entre la première et l'autre idée reçue. Oui, c'était entre les deux. Une question, qui était plutôt une remarque. On nous parle pourtant de l'effet rebond. Alors, je ne sais pas si ça concernait un usage en particulier ou si c'était une remarque assez plus générale sur effectivement, est-ce qu'il y a une augmentation, même si, est-ce qu'il n'y a pas des augmentations de consommation qui sont à prévoir malgré les efforts d'efficacité énergétique? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des effets rebonds, on l'a déjà constaté. Après, ils sont à prendre avec précaution. Par exemple, si vous prenez un bâtiment que vous allez isoler assez fortement pour arriver au niveau BBC, si ensuite les gens augmentent la température de consigne des radiateurs parce qu'ils se disent mon logement il consomme plus rien, je peux me chauffer à 21. Évidemment, se chauffer à 21, ça consommera plus que s'il se chauffe à 19. Néanmoins, le surcoût, la consommation supplémentaire sera quand même très limitée du fait qu'on a un bâtiment qui est très bien isolé. Donc cet effet rebond, il peut tout à fait avoir lieu. Mais voilà, dans certains cas, il n'est pas forcément très important. Et puis dans d'autres, par contre, ça peut l'être. Hein. Et c'est vrai qu'on a depuis 30 ans des politiques d'efficacité énergétique qui n'ont pas forcément entraîné des baisses de consommation d'énergie du fait de l'absence de sobriété énergétique. Par exemple, on a des moteurs de plus en plus performants, mais on parcourt de plus en plus de distance. Et donc, finalement, dans le secteur des transports, on n'a pas de baisse de la consommation d'énergie. On a des télés de plus en plus performantes par centimètre carré d'écran, mais elles sont de plus en plus grandes. Pareil pour les frigos. Donc voilà, on a l'absence de sobriété qui a compensé des efforts d'efficacité. Mais cela dit, on voit depuis quelques années maintenant que les télés ont arrêté de croître. Pareil pour les frigos, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à augmenter la taille des équipements. Et donc, par contre, on a sur certains usages, on observe maintenant une baisse des consommations d'électricité, d'où la stabilisation observée au niveau global en France. Et j'ajoute du coup que dans l'estimation qui a été faite, l'estimation quantitative sur la poursuite, sur l'évolution de la consommation du numérique, effectivement, derrière ça, il y a quand même des hypothèses qui sont liées à la poursuite de l'efficacité énergétique, des efforts d'efficacité énergétique, et puis effectivement une certaine maîtrise dans la conception et la prolifération de nos appareils. Alors, il y a 2 questions liées à la 5G, mais je vois l'heure 19h29. On avait prévu de finir à 19h30. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on traite rapidement la dernière idée reçue pour que ceux qui ont des contraintes et qui peuvent quitter la session à 19h30 puissent avoir au moins ces éléments de réponse. Et puis ensuite, on essaiera de répondre assez rapidement aux autres questions posées. Donc, la dernière idée reçue concerne la sobriété énergétique. On entend souvent, oui, la sobriété, c'est une perte de confort, une perte de liberté, c'est redire au Moyen-Âge, c'est un renoncement au progrès. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sobriété énergétique à négawatt? La sobriété, pour nous, c'est supprimer l'ensemble des gaspillages d'énergie. Et plus globalement, c'est repartir de nos besoins, parce qu'on n'a pas besoin de pétrole ou d'uranium. On a besoin de se chauffer, de se déplacer et de s'éclairer, par exemple, et de s'alimenter. Donc voilà, nous, dans le scénario négawatt, on repart de ces besoins et on essaie de voir comment on peut y répondre de la manière la plus intelligente possible et comment on peut supprimer toutes les consommations qui ne sont pas du tout liées à des besoins. Vous prenez un bâtiment de bureau, vous pouvez facilement réduire de 30% la consommation d'électricité uniquement en éteignant les appareils qui fonctionnent pour rien la nuit, par exemple. Donc ça, on le voit dans les campagnes de mesure qui sont faites.
qu'on a cette réduction de 30% qu'on retrouve assez systématiquement, simplement en atteignant les appareils qui fonctionnent pour rien et qui répondent donc à aucun besoin. Donc voilà, la sobriété, c'est avant tout repartir des besoins. Et la diapo suivante, on voit que là, on a ce qu'on appelle un usage assez dispendieux de l'énergie. Ça se passe de commentaires. Et la sobriété, pour la définir, on l'oppose aussi assez régulièrement à l'ébriété énergétique. Donc là, on a un bel exemple de ce qu'on pourrait appeler de l'ébriété énergétique. Donc cette sobriété dans le scénario négawatt, est-ce que c'est une perte de confort, une perte de liberté? Dans bien des cas, non, hein. Je parlais tout à l'heure de 30% d'économie d'électricité dans un bâtiment. Ça, c'est clairement pas la perte de confort si on supprime ces consommations. Par contre, dans certains cas, ça peut être considéré par certains, évidemment, ça dépend des points de vue, comme une perte de confort, une perte de liberté, une privation en tout cas de certains besoins qui sont assouvis actuellement. Par exemple, dans le scénario négawatt couplé au scénario after, on a une division par 2 de la consommation de viande rouge d'ici à 2050. Donc finalement, c'est juste une poursuite des tendances qu'on observe déjà depuis 10 ans. On a une baisse de 10% de la consommation de viande rouge en France. Mais pour certains, voilà, c'est une privation de liberté de se dire que demain, ils devront manger moins de viande. Alors en fait, dans le scénario négawatt, on n'impose pas forcément aux gens de manger moins de viande. Simplement, voilà, il y a toutes les évolutions de la société qui font que de toute façon, on va vers une baisse de la consommation de viande rouge. Un autre paramètre qu'on peut illustrer, c'est les déplacements en avion qui réduisent dans le scénario négawatt. Là, pour le coup, c'est clairement contraire aux tendances qu'on observe depuis 30 ans. Et donc, pour atteindre ce résultat, il faut mettre en place les mécanismes financiers et réglementaires qui pourront amener une baisse du trafic aérien. Et donc, pour certains encore, ça pourrait être considéré comme une perte de confort ou une perte de liberté. Mais en fait, on peut aussi tout à fait envisager des déplacements. On peut toujours partir en vacances, même si on utilise moins l'avion. Donc, c'est pas parce qu'on utilise moins l'avion qu'il y a forcément cette perte de confort et de liberté. Donc ça, je pense que c'est les deux exemples les plus marquants des besoins qui potentiellement sont réduits dans le scénario négawatt. Pour tout le reste, la sobriété, c'est avant tout une utilisation plus intelligente de l'énergie. Donc j'ai parlé de ces consommations d'électricité dans les bâtiments. On imagine aussi une baisse de la température de chauffage, mais ça, c'est essentiellement dû au fait qu'on isole davantage les logements et en fait la température ressentie par un occupant dans son logement, c'est pas juste la température de consigne de chauffage, c'est la moyenne entre la température de l'air et la température des parois. Et quand on isole les parois, on a une augmentation de la température des parois et donc on peut diminuer la température de chauffage à confort égal. On a aussi une baisse de l'augmentation de construction neuve des surfaces tertiaires. Donc, pour nous, ce n'est pas une perte de confort de se dire que demain, on va réduire un petit peu le rythme de construction neuve des surfaces commerciales. A priori, on a quand même déjà pas mal en France. On a une baisse de la vitesse sur route. Alors ça aussi, ça peut être considéré par certains comme une perte de confort. Mais en fait, on retrouve un niveau comparable à ce qu'on a déjà dans d'autres pays européens ou plus loin en Amérique, par exemple. Et puis dans les autres hypothèses, je ne vais pas toutes les lister, mais d'autres hypothèses fortes de sobriété, on a une augmentation de taux de recyclage dans les biens d'équipement qu'on peut consommer et ensuite jeter. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de perte de confort liée à cette augmentation de taux de recyclage. Donc voilà, la sobriété, ce n'est pas du tout synonyme, en tout cas de manière systématique, de perte de confort. Bien au contraire, il y a bien des cas où ça améliore le bien-être. Quand on passe de la voiture au vélo, par exemple, et on a aussi tout un tas d'impacts positifs sur la santé pour les individus. Voilà, donc dans le négawatt, on a distingué différents types de sobriété. Je vais passer rapidement. Le premier, c'est la sobriété dimensionnelle. En gros, c'est avoir le bon équipement. Mathilde, tu peux passer à la diapo suivante. On n'a pas... Ok. Je pensais que c'était autre chose qui apparaissait. Mais effectivement, dans négawatt, on attache une importance à bien insister sur le fait que cette sobriété, elle n'est pas que individuelle, mais elle est avant tout collective. C'est-à-dire que si demain,
pour reprendre l'exemple du vélo, si demain on veut que les gens prennent le vélo, il ne suffit pas de leur dire ben voilà, abandonnez votre voiture et prenez le vélo. Il faut que la collectivité mette en place les infrastructures cyclables adaptées, donc des pistes cyclables, des endroits où les gens puissent stationner leur vélo en sécurité, éventuellement à l'abri. Donc voilà, il faut d'abord ces efforts au niveau de la collectivité, ces infrastructures, pour qu'ensuite il y ait des démarches qui puissent se faire au niveau individuel. Voilà, et puis dernier élément, il faut que de toute façon cette sobriété énergétique, elle est indispensable pour répondre aux enjeux énergétiques. S'il n'y a que l'efficacité, ben, ça ne fonctionne pas, hein. On retombe sur les problématiques évoquées précédemment liées aux effets rebonds. Et puis il faut aussi bien sûr des énergies renouvelables, mais donc il faut de la sobriété en plus de l'efficacité des énergies renouvelables si on veut répondre à l'ensemble des enjeux environnementaux, enjeux climatiques, risques technologiques et autres enjeux liés à notre système énergétique. Voilà, rapidement, pour essayer de ne pas trop déborder sur le timing, juste pour finir, donc pour ceux qui voudraient poursuivre ces réflexions autour des idées reçues, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site décrypter l'énergie, donc décrypterlénergie.org, tout attaché. Donc rapidement, peut-être pour revenir sur quelques questions posées, donc sur comment on peut fonctionner en cas de jour sans vent et sans soleil dans un mix électrique 100% renouvelable. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'on pourrait passer déjà facilement une demi-heure sur le sujet. Mais donc j'ai dit, il y a des énergies renouvelables qui sont pilotables, qui existent comme l'hydraulique. On peut aussi avoir des moyens de stockage, là encore avec l'hydraulique, comme les stations de transfert d'énergie par pompage, qui existent déjà en France et qu'on peut encore développer. Il y a un potentiel. C'est ce que dit en tout cas l'ADEME et RTE. On a des stockages à plus long terme, comme le stockage avec le procédé de power to gas qu'on a dans le scénario, où on transforme les excédents de production d'électricité. Quand on a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, on transforme ces excédents en méthane qu'on va stocker dans les réservoirs qu'on a aujourd'hui en France de stockage de gaz naturel, qui correspondent à 3-4 mois de consommation. Donc on a des gros réservoirs de méthane. Ensuite, ce méthane, il peut resservir soit pour fabriquer de l'électricité quand on est en sous-production, mais dans le scénario négawatt, ce méthane, il sert avant tout à alimenter nos véhicules. Et donc le fait de pouvoir valoriser économiquement ces excédents de production nous permet de surdimensionner le parc de production électrique, de surdimensionner les installations éoliennes et solaires, et donc de réduire les périodes où on est en déficit de production. Donc il y a un double avantage au développement de ce power to gas. Voilà rapidement quelques éléments, mais vous pouvez retrouver dans nos publications plus d'infos sur ces sujets. Et puis si vous avez des questions encore là-dessus, n'hésitez pas à nous ressolliciter par mail. Quelles sont les incitations pour les fabricants à développer des technologies moins gourmandes en matériaux critiques et plus recyclables? À ma connaissance, il n'en existe pas aujourd'hui, comme il n'en existe pas d'ailleurs pour tout un tas d'autres équipements, hein, qu'on peut utiliser. Nous, on pousse à ça, pas spécifiquement pour les éoliennes ou les panneaux solaires, mais pour tous les biens d'équipement qu'on peut consommer. On pousse à ce qu'il y ait une étiquette, quand on a une étiquette énergie aujourd'hui sur les appareils électriques, et ben on aimerait qu'il y ait des indicateurs aussi sur les taux de recyclabilité et les taux d'intégration de matériaux recyclés dans les biens d'équipement qu'on peut acheter. À propos des véhicules électriques, c'est une technologie intéressante pour le transport collectif urbain en dépit de la taille importante des véhicules. Alors oui, ça dépend en fait de quel type de véhicule électrique on parle, mais des bus électriques, on en trouve depuis des décennies dans certains réseaux de transport collectif urbain, notamment à Lyon, qui a gardé un réseau de trolleybus assez important. Donc on pourrait imaginer un redéploiement des trolleybus dans plusieurs réseaux de transport collectif urbains. Nous, en tout cas, on a intégré ça dans le scénario Négawatt. Après, on a des bus électriques à batterie qui commencent à se développer, qui se rechargent éventuellement une micro-recharge à chaque station. Nous, on ne pousse pas du tout à ça parce que c'est des coûts assez importants en termes d'infrastructure. C'est pas forcément très pertinent sur des véhicules lourds s'ils peuvent pas être alimentés comme les trolleybus. On est plutôt sur des véhicules qui roulent au gaz. Voilà, et puis ensuite il y a des questions sur la 5G. Je ne sais pas si toi tu as des éléments de réponse Mathilde, là-dessus. Non, je suis désolée, j'ai pas d'éléments de réponse là-dessus. Bon, en tout cas, je ne crois pas que c'était pris en compte dans les
dans les estimations concernant la révolution numérique. Je ne sais plus. Ok, n'hésitez pas à nous poser la question par mail parce qu'on a des gens qui travaillent pas mal sur ces sujets-là, donc pour vous apporter les éléments de réponse. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on les intègre peut-être ensuite à l'article de Décrypter l'énergie qui traite du numérique, parce que c'est une question qui commence à émerger avec le déploiement de la 5G. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question? Les procès faits contre par les... Ouais, alors ça, il y a bon, alors des procès, disons qu'il y a quelques élus effectivement qui ont un certain mécontentement. Aujourd'hui, dans les études qui ont été faites suite à ces cas-là, il n'y a pas eu d'éléments qui ont pu être établis de causalité entre des installations, que ce soit éoliennes ou panneaux solaires, et un impact sur les élevages qui sont concernés. Donc pour l'instant, voilà, il y a aucun élément là-dessus. Donc est-ce que c'est des rumeurs ou est-ce qu'il y a vraiment un lien mais qu'aujourd'hui on n'arrive pas à identifier? Je ne vais pas me prononcer. En tout cas, voilà, à ce stade, il n'y a aucune étude qui montre un lien entre éoliennes ou panneaux solaires et l'exploitation agricole. Voilà, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Il me semble également. Bon, très bien. Merci en tout cas pour votre participation. Alors, encore une fois, si y a des questions que vous souhaitez encore aborder, n'hésitez pas à nous les poser par mail à l'adresse contact@negawatt.org. Et puis, si je ne me trompe pas, vous devriez avoir un petit questionnaire qui s'affiche en quittant la présentation. Un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le répondre. Écoutez, merci encore et puis bonne soirée et au plaisir d'échanger à nouveau sur d'autres sujets. Au revoir. Au revoir.